À l'aube du 30 décembre 2006, tandis que le monde assistait à la fin de l'un des dictateurs les plus redoutés du Moyen-Orient, deux femmes demeuraient dans l'ombre de l'exil. Le destin de ces dernières, entrelacé au sien, pendait par un fil. Elles avaient partagé son lit, engendré ses enfants, et témoigné de l'ascension et de la chute de l'un des régimes les plus brutaux de l'histoire. Ce qui leur advint après que le nœud de la corde se resserra surprendrait même ceux qui pensaient tout savoir sur la dynastie Hussein. Pendant des décennies, Sajida Tawfiq et Samira Shabandar vécurent une existence de luxe inimaginable et de terreur à parts égales. Leurs pas résonnaient dans les salons de marbre des palais présidentiels, mais leur cage dorée était sur le point de se briser de manière que personne n'aurait pu prévoir. La vie conjugale de Saddam Hussein était aussi complexe et calculée que son règne politique, marqué par la tradition, l'ambition et des alliances qui finiraient par sceller le destin de tous. Sajida Tawfiq n'était pas seulement son épouse, elle était sa cousine au premier degré, fille de son oncle et mentor. Leur mariage en 1963 ne fut pas une histoire d'amour, mais une fusion de lignées, un pacte de sang pour renforcer le pouvoir de Saddam. Née en 1937 à Tikrit, Sajida partageait la même origine humble que son mari et comprenait les mathématiques brutales de la survie dans la société tribale de l'Irak. Dès le début, elle ne fut jamais une figure passive. Ceux qui la connaissaient la décrivaient comme une femme d'une intelligence affûtée et d'un tempérament encore plus féroce. Elle donna à Saddam 5 enfants et pendant des années fut la première dame incontestée, l'une des rares personnes qui pouvaient le défier sans craindre des conséquences mortelles immédiates. La position de Sajida, cependant, commença à s'effondrer dans les années 80 lorsque Samira Shabandar fit son apparition dans la vie du dictateur. Samira était tout ce que Sajida n'était pas. Blonde, sophistiquée, dotée d'une éducation occidentale. Mariée à un cadre de la compagnie aérienne irakienne, elle attira le regard de Saddam, qui s'arrangea pour que le mari de cette dernière soit commodément transféré à un poste lointain, prenant Samira comme sa deuxième épouse en 1986. Bien que le mariage soit resté secret pendant des années, le contraste entre les deux femmes était flagrant. Tandis que Sajida représentait l'ancien Irak tribal et traditionnel, lié par le sang, Samira incarnait l'image moderne que Saddam souhaitait projeter. Cette dynamique alluma une mèche de rivalité au sein des palais, une tension qui aurait des conséquences mortelles. La tension explosa en 1995 lorsque le fils aîné de Sajida commit un acte qui altérerait à jamais la dynamique familiale. Lors d'une fête devant tous les invités, il assassina Kamel Hanna, le valet personnel de Saddam, et l'homme qui avait présenté Samira au dictateur. Cet acte de violence, pensé pour défendre l'honneur de sa mère, scella le destin de tous. La fureur de Saddam fut implacable. Il battit son propre fils avec une canne et l'emprisonna. Prise entre la colère du mari et l'instinct maternel, Sajida fit un choix qui définirait ses dernières années en Irak. Elle se rangea du côté de son fils. La famille ne s'en remit jamais. Sajida se retira dans son propre complexe tandis que l'étoile de Samira continuait de monter. Néanmoins, malgré la rivalité, les deux femmes partageaient un trait commun. Elles étaient des survivantes dans un monde où une parole mal placée pouvait signifier la mort. À mesure que les années 90 avançaient et que les sanctions internationales étranglaient l'Irak, elles virent leur monde doré perdre lentement son éclat. Elles témoignèrent de la paranoïa croissante du mari et de la tempête qui bientôt les balayerait tous. Le 20 mars 2003, la poussière et la fumée envahissaient déjà l'air. Le 20 mars 2003 marqua le début de la fin, tandis que les premières bombes américaines déchiraient les cieux de Bagdad, lors de l'offensive connue sous le nom de choc et effroi. Dans des coins distincts de cet empire en ruine, Sajida et Samira virent leur destin diverger dans ces premières heures cruciales. Sajida, déjà largement éloignée de Saddam, vivait dans un complexe séparé avec ses filles Ragad et Hana. Les rapports de renseignement de l'époque dressent le portrait d'une femme qui sentait l'inévitabilité de la chute. Dans les semaines qui précédèrent l'invasion, elle commença à déplacer discrètement des biens, à transformer des documents en cendres et à se préparer au pire. Des années à observer la brutalité de Saddam lui avaient enseigné une leçon vitale. En Irak, un changement de régime signifiait que le sang coulerait et celui de la famille du dictateur serait le premier à être versé. Le 9 avril 2003, tandis que les chars américains entraient à Bagdad et que le monde assistait à la chute de la statue de Saddam, Sajida avait déjà disparu. Elle avait fui avec ses filles quelques jours auparavant, se glissant à travers la frontière avec la Jordanie,
sous le couvert de l'obscurité. La rapidité et le secret de son départ suggéraient une longue préparation. Ce ne fut pas une fuite panique, mais une extraction soigneusement orchestrée. La fuite de Samira fut tout aussi dramatique, mais suivit un chemin différent. En tant que favorite de Saddam, elle demeura près de lui jusqu'à presque la fin. Les témoignages d'officiers du renseignement irakien, qui coopérèrent plus tard avec les forces de la coalition, la décrivait dans diverses cachettes avec Saddam dans les premiers jours de l'invasion. Mais à mesure que l'étau se resserrait et que Saddam sombrait dans la clandestinité, Samira s'évanouit également. Elle aurait d'abord fui vers le Liban, emportant avec elle des millions en espèces et en bijoux. Contrairement à Sajida, qui avait des connexions familiales en Jordanie, Samira dut compter sur l'argent et le réseau d'hommes d'affaires libanais qui avaient profité du programme irakien pétrole contre nourriture. Elle se mouvait comme un fantôme dans le quartier bancaire de Beyrouth, convertissant des actifs et effaçant les traces, tentant de construire une nouvelle vie sur les cendres de l'ancienne. Le contraste dans leur fuite reflétait leur position différente dans la vie de Saddam. Sajida, l'épouse tribale, chercha refuge dans la famille. Samira, l'amante moderne, eut recours à l'argent. Les deux stratégies seraient mises à l'épreuve dans les années qui suivraient. Pendant ce temps, de retour en Irak, la chasse à Saddam s'intensifiait. Pendant 8 mois, il échappa à la capture, se déplaçant entre des cachettes protégées par un cercle de plus en plus restreint de fidèles. Durant cette période, les deux épouses maintinrent un silence absolu. Il n'y eut aucune déclaration publique, aucun appel à la miséricorde, aucune tentative de négociation. Elle savait que dans le nouvel Irak, toute association avec Saddam était une condamnation à mort. Le 13 décembre 2003, l'opération Red Dawn s'acheva par la capture de Saddam dans un trou souterrain près de Tikrit. L'image du dictateur, autrefois puissant, barbu et hirsute, examiné par des médecins américains, fut transmise au monde. En Jordanie et au Liban, deux femmes regardaient ces images avec des émotions que nous ne pouvons qu'imaginer. L'homme qui avait défini leur vie pendant des décennies était réduit à un prisonnier. Mais leur calvaire était loin d'être terminé. En fait, il ne faisait que commencer. La capture de Saddam déclencha une série d'événements qui mettraient les deux femmes à l'épreuve de manière qu'elles n'avaient jamais prévue. La période qui s'étendit de la capture de Saddam en 2003 à son exécution en 2006 s'avérerait la plus dangereuse de la vie des deux femmes. L'année 2006 arriva chargée d'un silence tendu, particulièrement pour les deux femmes qui avaient autrefois été au centre du pouvoir irakien. L'exécution de Saddam Hussein cette année-là marquerait le moment le plus précaire de leur vie. Elles n'étaient ni totalement libres, ni totalement captives. Existant dans une zone grise du droit international et de la politique régionale, un limbe sans nom et sans fin en vue. Sajida Tawfiq ainsi que ses filles Ragad et Hana trouva refuge en Jordanie où elles furent initialement reçues comme hôtes de la famille royale. Le roi Abdallah II, s'équilibrant délicatement entre ses alliés occidentaux et l'opinion publique arabe, lui accorda un sanctuaire pour des raisons humanitaires. Mais l'hospitalité s'accompagnait de conditions sévères. Aucune activité politique, aucune déclaration publique et absolument aucun contact avec des groupes de résistance irakiens. Le gouvernement jordanien leur assigna un village modeste dans le quartier aisé d'Abdoun à Amman. C'était un monde loin des palais de Bagdad, mais néanmoins confortable. Cependant, le confort était relatif. Sajida se vit placée sous surveillance constante, ses mouvements surveillés par des agents de renseignement. Les appels téléphoniques étaient enregistrés et les visiteurs rigoureusement sélectionnés. C'était une cage dorée, d'un type différent, où la liberté de mouvement en Jordanie n'était qu'une illusion de contrôle. La pression financière augmenta rapidement. Les millions que Sajida avait réussi à faire sortir clandestinement de l'Irak commencèrent à s'évaporer, consommés par les honoraires d'avocats pour le procès de Saddam, l'entretien de ses filles et petits-enfants, et le maintien d'un style de vie coûteux à Amman. Les rapports de l'époque la décrivaient vendant ses bijoux pièce par pièce. Chaque vente était une petite reddition. Un fragment de sa vie antérieure se désintégrant entre ses mains. Ses filles, Ragad et Hana, menaient leur propre bataille. Toutes deux avaient été mariées au frère Kamel, qui avait déserté vers la Jordanie en 1995, seulement pour commettre l'erreur fatale de retourner en Irak, où Saddam les exécuta. Maintenant, veuves en exil, elles élevaient leurs enfants tout en traitant le trauma du passé et l'incertitude de l'avenir. Ragad, en particulier, luttait contre le silence imposé, sa nature politiquement engagée se rebellant contre les restrictions. La situation explosa en juillet 2006. Les autorités jordaniennes découvrirent que Ragad maintenait le contact avec des groupes insurgés irakiens
prétendument pour financer des opérations contre le nouveau gouvernement. Que ce soit vrai ou une excuse commode pour la Jordanie de se distancer de la famille Hussein, devenant de plus en plus toxique, reste un débat. Ce qui est certain, c'est que la pression sur Sajida devint insupportable, tandis qu'elle assistait impuissante sa propre fille devenir une femme recherchée. Pendant ce temps, au Liban, la situation de Samira Shabandar était tout aussi précaire, mais de nature différente. Avec son gouvernement central faible et sa politique sectaire complexe, le Liban n'offrait pas la même sécurité structurée que la Jordanie. À la place, Samira dépendait d'un réseau ombrageux d'intermédiaires, d'avocats et d'hommes d'affaires, chacun prélevant une part de sa fortune décroissante. Elle se déplaçait constamment, ne restant jamais au même endroit plus de quelques mois. Beyrouth, Sidon, Tripoli. Samira se mouvait comme un fantôme dans les villes du Liban, toujours un pas d'avance sur les agents irakiens en quête de vengeance et les enquêteurs internationaux qui traçaient les biens cachés de Saddam. La femme qui autrefois commandait l'attention s'efforçait désormais désespérément d'être invisible. L'enquête financière était une menace encore plus concrète pour Samira. En tant que deuxième épouse de Saddam, elle avait été plus impliquée dans ses affaires internationales. Des comptes en Suisse, des propriétés en Autriche, des entreprises en France. Les enquêteurs suivaient une toile complexe de transactions, beaucoup menant à des comptes qu'elle avait aidé à établir. Chaque actif gelé, chaque propriété saisie ne représentait pas seulement une perte de richesse, mais un pas de plus vers l'abîme. De loin, les deux femmes assistaient au déroulement du procès de Saddam. Les transmissions qui inondaient le monde arabe étaient un spectacle surréaliste. L'homme qui gouvernait par la peur était maintenant au banc des accusés, discutant avec les juges, interrompant les procédures, tentant toujours d'imposer son autorité tandis que son monde s'effondrait autour de lui. Ni Sajida ni Samira ne firaient aucun commentaire public, maintenant un silence pesant, même lorsque Saddam fut condamné à mort le 5 novembre 2006. Mais à huis clos, les deux savaient ce qui allait venir. L'exécution était inévitable, et avec elle viendrait une nouvelle phase de leur épreuve. Elles ne seraient plus les épouses d'un dictateur capturé, mais les veuves d'un exécuté. Dans l'arithmétique politique brutale du Moyen-Orient, ce changement de statut apporterait de nouveaux dangers et une vulnérabilité qu'elle pouvait à peine imaginer. Dans les heures froides qui précédèrent l'aube du 30 décembre 2006, le destin de nombreuses personnes était sur le point d'être scellé. Tandis que Saddam Hussein marchait vers la potence, hanté par les insultes de ses bourreaux dans ses derniers moments, deux femmes dans des pays différents attendaient la nouvelle qui altérerait leur vie à jamais. L'exécution filmée sur un téléphone portable et divulguée au monde ne montrait pas seulement la mort d'un dictateur, mais la rupture finale des fils qui les reliaient encore au pouvoir. À Amman, Sajida reçut la nouvelle dans son village, entourée de ses filles. Des témoins décriraient plus tard une scène de deuil contenu, presque étouffé. Il n'y eut pas de cri de désespoir, ni d'effondrement dramatique. À 69 ans, Sajida s'assit simplement en silence pendant des heures, murmurant occasionnellement des prières. Sa réaction fut façonnée par des décennies de vie avec la violence. Elle avait appris depuis longtemps que dans son monde, les manifestations publiques d'émotion étaient un luxe qui pouvait coûter des vies. Mais sous cette façade historique, l'exécution déclencha une crise immédiate. Selon la loi islamique et la coutume tribale irakienne, Sajida, en tant que première épouse, détenait certains droits sur le corps et l'enterrement de Saddam. Le gouvernement irakien, cependant, n'avait aucunement l'intention de permettre que les restes mortels du dictateur deviennent un point de ralliement pour les insurgés. Il fut enterré à la hâte et en secret dans sa ville natale, Al-Bou, près de Tikrit, sans que sa famille puisse y assister. Ce refus des rites funéraires élémentaires fut un coup profond. Dans la culture arabe, un enterrement approprié n'est pas seulement une obligation religieuse, mais une question de dignité humaine fondamentale. L'incapacité de Sajida à remplir ce devoir en tant qu'épouse ajouta une couche d'humiliation à son deuil. Elle tenta d'agir par l'intermédiaire de tiers, allant jusqu'à contacter les autorités irakiennes par des canaux jordaniens, mais fut rejetée à chaque tentative. L'exécution provoqua également un changement dangereux dans la façon dont les deux femmes étaient perçues. Tandis que Saddam vivait, même en captivité, elle conservait une certaine aura d'intouchable, liée à un ancien chef d'État vivant, aussi haï soit-il. Maintenant, elle n'était simplement que les parentes d'un criminel de guerre exécuté. La fine couche de protection que ce statut leur conférait commença à s'évaporer dans l'air du matin. Pour Samira, au Liban, le danger fut instantané et palpable. En quelques jours, elle commença à recevoir des menaces de mort. Des groupes chiites irakiens renforcés par la mort de Saddam réclamaient ouvertement vengeance contre tous les membres de sa famille. Les autorités libanaises, déjà mal à l'aise avec sa présence, ont clairement
simplement indiqué qu'elle n'était plus bienvenue. Elle avait des semaines, peut-être des jours, pour trouver un nouveau sanctuaire. Sa fuite du Liban a été un voyage désespéré et clandestin. En utilisant de faux documents et en voyageant en voiture pour éviter la sécurité des aéroports, elle a réussi à atteindre la Syrie. C'était la fin de l'année 2006, avant que la Syrie elle-même ne sombre dans la guerre civile, quand le régime d'Assad offrait encore un refuge aux anciens membres du parti Baas irakien. Mais même là, la sécurité était relative. Elle vivait sous un faux nom, s'aventurant rarement à sortir, dépendante de la protection d'un gouvernement qui pouvait retirer son soutien à tout moment. De retour en Jordanie, Saïda faisait face à une situation différente, mais tout aussi précaire. L'exécution a encouragé le gouvernement irakien à demander formellement l'extradition de tous les membres de la famille Hussein. Il voulait que Saïda et ses filles soient jugées, non nécessairement pour des crimes spécifiques, mais comme symbole de l'ancien régime. La Jordanie a refusé, citant des raisons humanitaires, mais la pression était intense. Le roi Abdallah s'est trouvé dans un acte d'équilibre délicat. L'opinion publique en Jordanie, où de nombreux Palestiniens et Irakiens sympathisaient avec Saïda comme symbole de la résistance arabe, s'opposait à l'extradition. Mais les alliés occidentaux et les voisins du Golfe voulaient que le problème de la famille Hussein disparaisse. La solution a été un compromis silencieux: rendre leur vie de plus en plus restreinte et inconfortable dans l'espoir qu'elles partent de leur propre gré. Les mouvements de Saïda sont devenus encore plus difficiles et le monde autour d'elle de plus en plus petit. La poussière de l'exécution avait à peine retombé que les murs ont déjà commencé à se refermer autour de Saïda. Son monde rétrécissait chaque jour. La résidence en Jordanie est devenue temporaire, exigeant des renouvellements tous les quelques mois. Une humiliation bureaucratique qui lui rappelait sa nouvelle condition. L'accès à ses fonds restants a été restreint et de manière plus douloureuse, plusieurs de ses petits-enfants ont été empêchés de la visiter, la séparant de la génération suivante de sa propre lignée. Le poids psychologique était immense. Les deux femmes avaient passé des décennies comme faisant partie de l'élite gouvernante de l'Irak, où chaque caprice était satisfait et chaque parole portait le poids de la vie et de la mort. Maintenant, elles étaient des suppliantes, dépendantes de la miséricorde de gouvernements qui les voyaient comme des reliques embarrassantes. La transition du pouvoir à l'impuissance a été absolue et écrasante. Mais peut-être le coup le plus cruel est-il venu de l'intérieur de la famille elle-même. L'exécution a exposé des divisions qui couvaient à feu doux entre les enfants et les parents de Saddam. Certains membres de la famille se sont publiquement distancés de Saïda et Samira dans l'espoir de construire de nouvelles vies libérées de l'héritage Hussein. D'autres ont blâmé les épouses de ne pas avoir fait davantage pour sauver Saddam ou préserver la fortune de la famille. La famille qui gouvernait autrefois par l'unité se dévorait maintenant en exil. Avec l'arrivée de l'année 2007, les deux femmes se sont installées dans une nouvelle et sombre réalité. La crise immédiate de la mort de Saddam avait passé, mais à sa place surgit le défi usant de l'exil à long terme. Chaque année apportait de nouvelles pressions, de nouvelles humiliations et de nouveaux rappels de la profondeur de leur chute. La situation de Saïda en Jordanie s'est continuellement détériorée. En 2007, le gouvernement irakien l'a placée sur sa liste des plus recherchés, offrant une récompense pour les informations menant à sa capture. Bien que la Jordanie ait refusé l'extradition, cette désignation l'a rendue toxique pour quiconque aurait pu l'aider. Les banques hésitaient à gérer ses comptes. Les avocats réfléchissaient à 2 fois avant de répondre à ses appels. Les magasins des quartiers chics d'Amman, où elle dépensait autrefois librement, la voyaient maintenant comme un risque. La pression financière était implacable. L'aide modeste que le gouvernement jordanien avait fournie initialement a été réduite, puis réduite à nouveau. En 2008, des rapports ont émergé selon lesquels Saïda vendait ses derniers bijoux importants, notamment un collier de diamants qui avait appartenu à la famille royale du Koweït, pillé lors de l'invasion de 1990. Chaque vente était négociée en secret, les acheteurs conscients de son désespoir, offrant des centimes pour chaque dollar de sa valeur. Sa santé a commencé à décliner. Le stress de l'exil, combiné à l'âge et à la perte d'accès aux soins médicaux d'élite dont elle jouissait autrefois, a fait son prix. Elle a développé un diabète, compliqué par une dépression qu'elle refusait de reconnaître ou de traiter. Dans une culture où les questions de santé mentale portent un stigmate, Saïda maintenait sa façade de force.
Maïma s'effondra intérieurement. Ses filles faisaient face à leur propre bataille. Hala, placée sur la liste de recherche d'Interpol en 2007 pour avoir prétendument financé le terrorisme, est devenue pratiquement prisonnière en Jordanie. Elle ne pouvait pas voyager, ne pouvait pas travailler légalement et vivait dans la peur constante d'un assassinat. Les services de renseignement irakiens ont clairement indiqué qu'ils la considéraient comme une cible légitime et plusieurs tentatives contre sa vie ont été signalées, bien que les détails restent obscurs. Hana, la fille la plus jeune, a tenté de maintenir un profil plus discret, mais a fait face à ses propres défis. Ces Sto, petits-enfants de Saddam, ont grandi comme des apatrides, la citoyenneté irakienne leur étant refusée par le nouveau gouvernement et sans pouvoir obtenir la nationalité jordanienne. Ils fréquentaient des écoles privées sous des noms d'emprunt et leurs camarades de classe n'avaient aucune idée qu'ils s'asseyaient à côté des petits-enfants de l'un des dictateurs les plus notoires de l'histoire. L'isolement de la famille s'est approfondi quand en 2008, la Jordanie a officiellement fermé la section de l'ambassade irakienne qui s'occupait de leurs affaires. Cette mesure, apparemment bureaucratique, avait des implications profondes. Ils n'avaient plus aucun canal officiel pour communiquer avec l'Irak, pour traiter les réclamations de propriété ou pour résoudre les questions juridiques. Ils sont devenus effectivement des non-personnes, existant dans un limbe juridique. Pendant ce temps, la trajectoire de Samira en Syrie était différente, mais tout aussi tragique. Initialement, elle a trouvé un certain degré de sécurité à Damas, protégée par le régime d'Assad, qui maintenait des liens avec les anciens membres du parti Baas, comme une police d'assurance contre le nouveau gouvernement irakien. Elle vivait dans un appartement modeste du quartier de Metzeh, une zone préférée par les officiers de sécurité, où la surveillance était constante, mais la protection aussi. Pendant une brève période, entre 2007 et 2010, Samira a atteint quelque chose de proche de la stabilité. Elle a réussi à récupérer suffisamment d'argent pour vivre confortablement, sinon luxueusement. Évitant la politique et sans maintenir de contact avec les groupes d'opposition irakiens, elle a progressivement disparu des regards du public. Elle semblait avoir trouvé un refuge sûr. Mais la stabilité dans ces terres n'était qu'une illusion passagère. Le silence de l'exil était fragile, une fine couche de glace sur des eaux turbulentes. Pour Samira, ce silence se manifestait dans des toiles qui ne seraient jamais vues, un retour à un intérêt de sa jeunesse, la peinture. En très abstrait, elle tentait d'organiser un monde qui se désagrégeait. Mais cette paix précaire a été brisée par le rugissement du printemps arabe. Quand les protestations ont éclaté en Syrie en 2011 et que le pays a sombré dans la guerre civile, le statut protégé de Samira s'est évaporé. Le régime d'Assad, luttant pour sa propre survie, ne pouvait plus garantir la sécurité des figures du passé. Le quartier de Metzeh, où elle vivait, s'est transformé en champ de bataille entre les forces gouvernementales et les rebelles. Samira a été forcée de fuir une fois de plus, maintenant sans presque rien. La femme qui voyageait autrefois en jet privé se joignait au rang des réfugiés qui marchaient vers la frontière turque. Cependant, contrairement aux réfugiés anonymes qui pouvaient disparaître dans les camps, l'identité de Samira était une condamnation. Elle est devenue une cible pour de multiples groupes. Les agents irakiens, les rebelles syriens qui la voyaient comme une collaboratrice du régime, et les extrémistes islamiques qui la voyaient comme un symbole de la dictature laïque. La chasse avait recommencé. Elle aurait passé des mois à se déplacer entre des cachettes dans le nord de la Syrie, protégée par un réseau de plus en plus réduit d'anciens partisans du Baas, eux-mêmes persécutés. L'argent qui aurait pu acheter son passage vers un endroit sûr a été utilisé à la place en pot de vin pour assurer sa protection jour après jour. Jusqu'à ce qu'en 2012, des rapports la situaient en Turquie, bien que le gouvernement turc n'ait jamais officiellement reconnu sa présence. Tandis que Samira disparaissait dans les ombres de la guerre, la même crise syrienne se répercutait sur la vie de Saïda en Jordanie. Le flux massif de réfugiés a surchargé les ressources et la patience du pays. Le gouvernement, face à une crise humanitaire, avait encore moins de tolérance pour la famille Hussein. La pression pour qu'elle parte augmentait, mais où pourrait-elle aller? Aucun pays ne voulait accepter la veuve de Saddam Hussein. En 2013, les deux femmes complétaient une décennie entière d'exil. Le choc initial s'était dissipé, remplacé par un désespoir corrosif. Elles avaient vendu tout ce qui avait de la valeur, épuisé la plupart de leurs connexions, et regardé le monde continuer. Elles étaient des reliques d'une époque révolue, oubliées de tous,
sauf de ceux qui criaient encore vengeance. Tandis que Saïda et Samira faisaient face à leur propre bataille, une tragédie parallèle se déroulait, la destruction de la génération suivante. Les petits-enfants de Saddam, innocents des crimes de leur grand-père, ont hérité de tout le poids de son héritage. En Jordanie, Saïda regardait impuissante tandis que ses petits-enfants grandissaient, marqués par leur lignée. Un petit-fils, Ali, fils d'Oudaï, s'est distingué académiquement sous un faux nom. Mais quand il a postulé à l'université en 2010, sa véritable identité a été découverte. Non seulement sa candidature a été rejetée, mais il a été expulsé du lycée. Les péchés du grand-père étaient devenus la malédiction du petit-fils. Les plus jeunes petits-enfants, nés en exil, existaient dans un limbe apatride, jordanien par la culture, mais sans nationalité. Irakiens par le sang, mais bannis du pays. Certains ont tenté d'échapper à l'héritage Hussein en changeant de nom et de pays. Mais à l'ère de la reconnaissance faciale et des bases de données mondiales, l'anonymat véritable s'est avéré impossible. Le prix psychologique a été sévère. Dépression, anxiété et une peur constante que chaque coup à la porte puisse être une nouvelle menace. Saïda ne pouvait leur offrir que des histoires d'un passé grandiose, ce qui ne faisait que souligner l'ampleur de leur chute. La situation a explosé en 2014 avec l'ascension de l'État islamique. Le groupe extrémiste a fait des propositions à la famille Hussein, espérant utiliser l'héritage de Saddam pour attirer les anciens partisans du Baas. Cela a placé la famille dans une position impossible. Toute association signifierait l'expulsion de la Jordanie, mais le refus pourrait attirer la vengeance du groupe. La simple suspicion de telles connexions a intensifié la surveillance et les restrictions qui pesaient sur eux. En 2015, les dégâts étaient évidents. Plusieurs petits-enfants ont développé des problèmes d'abus de substances. L'éducation et l'emploi sont devenus impossibles, car les universités et les entreprises faisaient face à des campagnes sur les réseaux sociaux si elles acceptaient quelqu'un lié à Saddam. Pour les petites filles, même le mariage est devenu un champ de mine. Les familles des prétendants rejetaient le nom Hussein, ou pire, le recherchaient en imaginant une fortune cachée qui n'existait plus. À mesure que la décennie 2010 avançait, le temps s'épuisait pour les deux femmes. L'âge, la maladie et l'usure de l'exil les poussaient vers leurs actes finaux. La santé de Saïda s'est effondrée après 2015. Le diabète s'est aggravé, compliqué par des problèmes cardiaques et une dépression qui n'avait jamais été traitée. En 2016, elle était confinée à une villa à Amman, son monde réduit à quelques pièces. La famille survivait grâce à des emprunts, dépendant de la bonne volonté des rares amis qui risquaient encore l'association. Pour la femme qui commandait autrefois des millions, c'était l'humiliation finale, l'ombre d'un régime déchu et longue et froide. Et pour la femme qui commandait autrefois des millions, elle ne faisait qu'approfondir sa souffrance. Dans sa seule interview au cours de ces années, accordée par l'intermédiaire de tiers, Saïda n'a révélé aucune trace de remords. Sa voix, filtrée par d'autres, ne parlait que de famille, de devoir et de l'injustice de sa condition. Même face à la faim, elle ne s'écarterait pas du récit qui avait défini sa vie. Pendant ce temps, les dernières années de Samira ont été encore plus obscures. Après avoir fui la Syrie, elle a simplement disparu dans le brouillard de la géopolitique. Les rapports de renseignement la situaient en Turquie, au Qatar, peut-être en Russie, mais rien n'était confirmé. Contrairement à Saïda, qui avait la compagnie de ses filles, Samira était complètement seule, sans enfant avec Saddam et abandonnée par sa propre famille. Elle était une île d'isolement. Ceux qui affirmaient l'avoir vue décrivaient une femme anéantie par le poids de son histoire. Les cheveux blonds qui avaient autrefois capturé le regard de Saddam étaient devenus gris, et les vêtements à la mode avaient été remplacés par des vêtements anonymes. Elle ne parlait à personne, ne faisait confiance à personne, attendant simplement le dénouement d'une vie qui avait pris des tournants inimaginables. Le mythe d'une fortune cachée hantait les deux femmes comme un fantôme persistant. Les arnaqueurs et les chasseurs de trésors les recherchaient régulièrement, convaincus qu'elles gardaient des fortunes secrètes. La réalité, une quasi-misère, semblait trop impossible pour être vraie. Cette mythologie, cependant, rendait leur pauvreté dangereuse. Des groupes criminels ont tenté de les enlever plusieurs fois en échange d'une rançon, et chaque plan déjoué était un rappel qu'elles ne s'échapperaient jamais de l'ombre de Saddam. À mesure qu'elles entraient dans leurs 80 ans, vers 2020, la santé des deux femmes faiblissait et les ressources s'épuisaient. La pandémie de Covid-19 a porté le coup final de l'isolement. Les confinements en Jordanie ont restreint les mouvements déjà limités de Saïda. Pour Samira, où qu'elle soit, les restrictions mondiales de voyage ont rendu sa situation précaire encore pire. Elles existaient dans un crépuscule, attendant une fin qui semblait aussi inévitable que prolongée. La fin est arrivée de manière aussi anticlimactique qu'on pouvait s'y attendre.
Les 2 femmes sont mortes comme elles ont vécu leurs dernières années d'exil, oubliées d'un monde qui avait déjà avancé. Samira est partie en premier, bien que les circonstances exactes restent enveloppées de mystère. Des rapports sur sa mort ont émergé en 2020, possiblement en Turquie, mais aucune confirmation officielle n'a jamais été donnée. Il n'y a eu aucune annonce funéraire ni nécrologie. Elle a simplement cessé d'exister. Ceux qui prétendaient connaître ses derniers jours la décrivaient mourant seule, peut-être dans un hôpital sous un faux nom, sans la présence d'aucun membre de la famille. Son corps aurait été enterré dans une fosse sans identification, un endroit connu uniquement des autorités qui ont pris les dispositions. Même dans la mort, elle était une présence politiquement trop toxique pour être reconnue ouvertement. Sajida est morte en 2021, avec des détails également rares. Aucun gouvernement n'a annoncé officiellement sa mort. Les médias irakiens ont rapporté le fait en citant des sources familiales, mais n'ont pas pu parvenir à un consensus sur les dates ou les circonstances exactes. Elle est morte dans le même petit village modeste où elle a passé 2 décennies en exil, loin des palais de Bagdad et du tombeau de Saddam à Tikrit. Son enterrement a représenté un dernier défi diplomatique. La loi islamique exigeait l'inhumation en quelques jours, mais l'Irak n'accepterait pas son corps et la Jordanie ne voulait pas d'un souvenir permanent de sa présence. Selon les rapports, elle a été inhumée en Jordanie, dans un cimetière secret, pour éviter que le lieu ne devienne un sanctuaire ou une cible. Aucune des 2 n'a reçu les funérailles élaborées qui lui auraient été dues un jour en tant qu'épouse d'un chef d'État. La réaction à leur mort a été révélatrice dans son silence. En Irak, il n'y a pas eu les célébrations qui ont accompagné l'exécution de Saddam, mais il n'y a pas eu non plus de sympathie. Elles étaient devenues des notes de bas de page et leur mort des questions administratives traitées avec discrétion. Parmi les expatriés, les réactions ont été mitigées. Certains ont regretté la perte d'un lien avec une époque révolue, tandis que d'autres ont vu leur souffrance comme une justice insuffisante. La plupart simplement ne s'en souciaient plus. La communauté internationale a largement ignoré leur mort. Les principaux médias, si tentés, n'ont donné qu'une brève mention. Les femmes, qui ont autrefois été suivies par satellite et poursuivies par des enquêteurs, sont mortes sans que presque personne ne le remarque. Avec elles sont morts les derniers liens directs avec le cercle intime de Saddam et tous les secrets qu'elle gardait sur le régime. Mais peut-être que la plus grande tragédie ne faisait que commencer à se dérouler. Sans la protection minimale que la présence des veuves offrait encore, ses fils et petits-enfants sont devenus encore plus vulnérables. La chute du dictateur n'a été que le début. Pour sa famille, la véritable sentence ne faisait que commencer à être exécutée. Une ombre qui s'étendrait sur des générations. Même après la mort, l'histoire continue. Ragad et Hana, les filles de Sagida, restent en Jordanie, leur existence devenant de plus en plus fragile. Toutes 2, dans la cinquantaine, ont passé toute leur vie adulte en exil, regardant leurs propres enfants grandir comme apatrides, voyant les opportunités disparaître sous un regard vigilant qui ne se fermait jamais. Les tentatives de Ragad de réhabiliter le nom de la famille en dépeignant le père comme une figure incomprise dans des interviews n'ont fait qu'augmenter l'isolement. Son inscription sur les listes de recherche signifie qu'elle ne pourra peut-être jamais quitter la Jordanie. Et chaque parole prononcée n'approfondit que l'abîme qui la sépare du monde. Cet héritage d'invisibilité a été transmis aux petits-enfants. Certains ont émigré vers des endroits où le nom Hussein porte moins de poids, comme le Yémen ou le Soudan, mais vivent dans la peur constante de la découverte. D'autres restent piégés en Jordanie, incapables de travailler légalement ou de voyager, existant dans un vide juridique. Leurs enfants, les arrière-petits-enfants de Saddam, naissent déjà dans la même condition d'apatrides. Et la malédiction s'étend à une 4e génération qui hérite du nombre sans jamais avoir connu l'Irak. Le désespoir financier est une constante. Toute richesse cachée que Saddam aurait pu accumuler a été confisquée ou reste effectivement perdue. La famille survit de la charité de sympathisants restants et de travaux informels. Occasionnellement, les organisations de défense des droits de l'homme soulèvent des préoccupations concernant les enfants apatrides, punis pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Mais les autorités irakiennes et jordaniennes rejettent les appels. Elles arguent que la famille n'est pas activement persécutée, mais simplement privée de privilèges. Sous la surface, un trauma profond s'enracine. Trouble de stress post-traumatique chez les adultes et un trauma hérité chez les enfants. Une blessure invisible, transmise de parents à enfants qui n'ont jamais connu la stabilité ou la sécurité. Plusieurs membres de la famille ont tenté de vendre leur mémoire, mais les éditeurs restent prudents. Les rares
par livres publiés ont été reçus avec fureur par les victimes du régime et n'ont fait que renforcer l'isolement de leurs auteurs. Le gouvernement irakien ne montre aucun signe de clémence. Tant que les politiciens gagneront des votes en se montrant durs envers la famille Hussein, tant que les victimes exigeront la justice, les descendants resteront des parias. Pendant ce temps, les tombes de Sajida et de Samira restent sans identification, non visitées. Aucun membre de la famille ne peut rendre hommage en sécurité. Elles reposent en terre étrangère, leur lieu de sépulture, un secret gardé même par leurs propres enfants. La destruction complète de la famille de Saddam sert d'avertissement de l'histoire sur le prix final du pouvoir absolu. Elles ont fait des choix en épousant Saddam, en restant pendant des décennies de brutalité et en bénéficiant d'un régime construit sur la peur. Mais la question de savoir si elles avaient de véritables alternatives dans un Irak où l'opposition signifiait la mort reste sans réponse. Le prix qu'elles ont payé était inimaginable. Elles ont tout perdu. Richesse, statut, pays, liberté. Si la complicité de Sajida et de Samira mérite peu de sympathie, qu'en est-il des petits-enfants nés en exil, qui n'ont jamais connu l'Irak et n'ont jamais bénéficié du gouvernement de Saddam, mais portent sa malédiction? Où s'arrête la responsabilité et où commence la punition collective? Le destin des épouses de Saddam anticipe le futur potentiel de ceux qui vivent sous les dictatures actuelles. Le luxe, la protection et la richesse accumulée peuvent disparaître du jour au lendemain lorsque les régimes s'effondrent. Les morts de Sajida et de Samira ont marqué la fin effective de la dynastie Hussein. Leurs descendants survivent comme des ombres. Leur nom, un fardeau, non une bénédiction. Les deux femmes sont mortes, comme elles ont vécu leurs dernières années, dans le silence, en secret, oubliées. Des histoires complexes et tragiques réduites à des notes de bas de page dans l'héritage monstrueux de leur mari. Elles n'ont pas eu de fin dramatique, mais une lente destruction. Non le martyre, mais la marginalisation. Leur destin sert d'avertissement sévère de l'histoire. Ceux qui s'élèvent par la violence et l'oppression tomberont dans l'obscurité et la disgrâce, et ne tomberont pas seuls.